Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler argent et psychologie. Pour commencer, si je vous disais que la meilleure façon de s'enrichir, ce n'était pas de fixer des graphiques toute la journée ou de sauter sur la dernière crypto à la mode. Et si, au contraire, la clé était de ne rien faire? C'est une idée en tout cas qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Mais est-ce que toute cette agitation, ce stress permanent de rater le coche, est vraiment efficace? On va y répondre en explorant une méthode totalement contre-intuitive, celle qu'a utilisée Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus respectés au monde, pour bâtir un empire de plusieurs centaines de milliards de dollars. On le surnomme l'oracle d'Omaha, non pas parce qu'il prédit l'avenir, mais parce qu'il a compris une chose fondamentale que la plupart des gens ignorent. Sa philosophie, c'est un mélange d'ennui, de discipline et de patience. Dans cette vidéo, on va décortiquer étape par étape la philosophie de l'inaction de Buffett. Vous allez découvrir pourquoi son activité préférée est de lire et de réfléchir, pourquoi il voit le marché comme un partenaire maniaco-dépressif qu'il faut ignorer 99% du temps, et comment il a transformé l'art de ne rien faire en une stratégie d'enrichissement surpuissante, mais aussi et surtout, on va le voir, il y a une vraie part psychologique, notamment sur la gestion de ses émotions. Les règles que nous allons explorer juste après avoir regardé la boisson du jour pourraient bien être le secret le mieux gardé de la finance selon lui. Aujourd'hui, jamais goûté maté, sparkling yerba maté. Voilà, tout simplement. C'est parti. Déjà, pour vous faire un petit rappel, Warren Buffett, c'est un investisseur, homme d'affaires et philanthrope américain né le 30 août 1930 à Omaha, dans le Nebraska. Il est considéré comme l'un des investisseurs les plus performants de l'histoire. En 2026, il figure parmi les 10 personnes les plus riches du monde, mais surtout, il est connu pour avoir bâti sa fortune grâce à ses investissements en bourse. Pour vous dire, Buffett, il a commencé à investir très jeune. Il a acheté sa première action à 11 ans. Quand nous, on était encore en train de sucer notre pouce, lui, il faisait déjà de l'argent en gros. Costaud. Bon, maintenant que vous voyez de qui on parle, voyons sa stratégie plus en détail. Déjà, il faut savoir qu'on nous a mis dans la tête une idée complètement fausse selon Buffett. Dans la vie, pour réussir, il faut être proactif, prendre des décisions, bouger, agir. Dans la plupart des domaines, c'est un excellent conseil. Mais en bourse, c'est souvent un poison. Le marché financier, c'est un terrain de jeu conçu pour exploiter nos pires défauts psychologiques et on va le voir avec ces 3 règles. La première règle de Buffett, et sans doute la plus importante, c'est la patience. Attention, pas une patience passive où on attend sans rien faire. Non, c'est une patience active, disciplinée, stratégique. C'est la conviction que le temps, quand on l'a associé à de belles entreprises, devient la force la plus puissante de l'univers financier. Buffett a d'ailleurs une citation célèbre qui le résume très bien. Le marché boursier, c'est un mécanisme de transfert d'argent de l'impatient au patient. C'est pas juste une jolie phrase, c'est une description littérale de la bourse sur le long terme. Les impatients, ce sont ceux qui paniquent à chaque nouvelle et qui achètent au plus haut par peur de rater le coche, de rater le train, le fameux FOMO, dont on parlera juste après, et qui vendent au plus bas terrorisés. Les patients, eux, jouent un autre jeu. Ils ne voient pas les actions comme des tickets de loto, mais comme des morceaux de vraies entreprises. Leur boulot, c'est pas de deviner le cours de demain, mais d'évaluer la valeur d'une entreprise aujourd'hui. Et une fois qu'ils ont trouvé une boîte exceptionnelle à un prix correct, leur travail consiste à, roulement de tambour, attendre. Oui, je sais, ça fait pas rêver, mais pour vraiment saisir la puissance de cette patience, l'exemple de l'investissement de Buffett dans Coca-Cola est parfait. À la fin des années 80, juste après le crash boursier de 1987, Buffett a commencé à acheter massivement des actions Coca-Cola. À l'époque, beaucoup pensaient que l'entreprise avait fait son temps. Mais Buffett, lui, voyait une marque indestructible, une distribution mondiale sans équivalent, et surtout une capacité incroyable à générer de l'argent. Entre 1988 et 1994, sa société, Berkshire Hathaway, a investi environ 1,3 milliard de dollars dans l'entreprise. Et ensuite, il n'a plus rien fait. Il a simplement conservé ses actions. Voyons ce que cette inaction a rapporté. L'investissement de départ était de 1,3 milliard. Aujourd'hui, cette participation vaut des dizaines de milliards de dollars. Mais le plus fascinant, ce n'est même pas la plus-value, c'est l'histoire des dividendes. Chaque année, Coca-Cola y verse une partie de ses profits à ses actionnaires.
les fameux dividendes. En 2022, Berkshire Hathaway a reçu environ 704 millions de dollars de dividendes de la part de Coca-Cola. Faites le calcul. En une seule année, Buffett a récupéré en cash plus de la moitié de son investissement initial. Et ça continue. Pour 2025, on estime que ces dividendes pourraient atteindre 816 millions de dollars par an. Chaque année, il est payé simplement pour avoir attendu. C'est ce que Buffett appelle l'effet boule de neige. Vous partez d'une petite boule de neige, votre capital, en haut d'une très longue colline de temps. En la laissant rouler, elle amasse de plus en plus de neige, les dividendes et la croissance en gros, et devient une force inarrêtable. La leçon est simple, la patience n'est pas un manque d'action, c'est l'action la plus réfléchie qui soit. Comme le dit Buffett, on ne peut pas faire un bébé en un mois en mettant 9 femmes enceintes. Oui, il a vraiment dit ça. Mais si c'est si simple, pourquoi on n'est pas tous patients? Le premier problème, c'est l'aversion à la perte. Des études ont montré que la douleur de perdre 100 € est 2 fois plus intense que le plaisir d'en gagner 100. Quand le marché plonge, ce qui se passe en ce moment d'ailleurs, cette douleur devient dangereuse. Vendre semble être la seule chose à faire pour que ça s'arrête. Ensuite, il y a l'instinct du troupeau. Quand tout le monde court vers la sortie, il faut une force mentale énorme, surhumaine pour rester immobile et encore plus pour marcher dans la direction opposée. Les infos, les réseaux sociaux, les amis, tout le monde semble confirmer la panique en plus. S'ils vendent tous, c'est qu'ils savent un truc que probablement j'ignore. Cette simple pensée est à l'origine de la plupart des désastres financiers. Et quand le marché explose à la hausse, un autre démon pointe son nez. On en a déjà parlé tout à l'heure, le FOMO, le Fear of Missing Out, ou la peur de rater le train. Vous voyez une action monter en flèche, tout le monde en parle. Vous jetez dessus pour acheter, souvent au plus haut, juste avant que la bulle n'éclate et que l'action s'effondre. Dans les deux cas, panique ou euphorie, l'impulsion est la même. Il faut faire quelque chose. Règle numéro 2, le pouvoir du cercle de compétences. Si la patience est le moteur, le cercle de compétences est le GPS. C'est ce qui permet à Buffett d'être patient avec une confiance totale, même quand tout le monde panique. C'est une règle simple à comprendre, mais très difficile à appliquer. Buffett l'a expliqué très clairement. Vous n'avez pas besoin d'être un expert dans toutes les entreprises. Vous devez juste être capable d'évaluer celles qui sont à l'intérieur de votre cercle de compétences. La taille de ce cercle n'est pas importante. Connaître ses limites, en revanche, c'est vital. Imaginez un cercle, à l'intérieur, il y a les industries et les entreprises que vous comprenez vraiment. Vous savez comment elles gagnent de l'argent, quels sont leurs avantages sur la concurrence et quels sont leurs risques. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est ce que vous ne maîtrisez pas. La règle d'or de Buffett est simple. N'investissez jamais en dehors de votre cercle. En gros, n'investissez jamais dans ce que vous ne connaissez pas. Les gens paniquent et vendent au pire moment parce qu'ils ne comprennent souvent pas ce qu'ils possèdent. Si vous achetez une action dans la biotechnologie juste parce que c'est à la mode, sans rien y comprendre, que ferez-vous si le cours chute de 30% selon vous? Je vous laisse me le dire en commentaire, mais il y a de fortes chances que la peur prenne le dessus et que vous vendiez à perte. Pendant des décennies, Buffett a été célèbre pour avoir évité les entreprises technologiques. Non pas parce qu'il n'y croyait pas, mais parce qu'il admettait humblement ne pas les comprendre. Il disait « Je ne sais pas à quoi ressemblera le monde de la tech dans 10 ans, mais je suis sûr que les gens boiront toujours du Coca-Cola. » Bon. Malheureusement pour la santé de tout le monde, pour ce coup-là, il avait raison. Bon, avant de voir comment définir votre propre cercle de compétences, buvons parce que j'ai soif. Et en attendant, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. La question était donc, comment définir votre propre cercle de compétences? Vous avez plusieurs sources à checker. Numéro 1, votre métier. Si vous travaillez dans un secteur, vous avez déjà une longueur d'avance pour comprendre les entreprises qui y opèrent. 2, vos passions. Vous aimez le sport, vous comprendrez mieux les boîtes comme Nike. Le cinéma, vous avez un avantage pour analyser par exemple Disney ou Netflix. 3e, vos dépenses. Quelle marque utilisez-vous tout le temps sans même y penser? Ce sont souvent des entreprises avec un avantage concurrentiel durable. Petit 4, soyez honnête. Le plus dur, c'est d'admettre que vous ne savez pas. Il n'y a aucune honte à dire « je ne comprends rien à cette industrie ». C'est même un signe de force. 5, lisez
Et lisez encore. Buffett passe ses journées à lire des rapports annuels et des publications spécialisées. C'est comme ça qu'il élargit son cercle lentement mais sûrement. Et comment développe-t-on une telle discipline? Une capacité à rester zen quand le monde entier panique. Cette philosophie n'est pas tombée du ciel. Elle est le fruit d'une vie d'expérience apprise dès le plus jeune âge. Le jeune Warren n'était pas un enfant comme les autres, vous l'aurez compris. À 6 ans, il achetait des packs de Coca-Cola à son grand-père pour 25 cents et revendait chaque bouteille 5 cents, réalisant un bénéfice de 20%. Ce n'était pas un jeu, c'était sa première leçon de business. Plus tard, en livrant des journaux, il ne s'est pas contenté de faire sa tournée, il a réfléchi à comment l'optimiser en vendant des abonnements et des magazines sur sa route. À 14 ans, il déclarait même sa bicyclette et sa montre comme frais professionnels sur sa première déclaration d'impôt. Il a vite compris qu'il ne suffisait pas de travailler dur, il fallait comprendre le système. Oui, je sais, on n'a pas eu tous la même vie. Mais la leçon qui a tout changé est venue dans son tout premier investissement. En 42, à 11 ans, il met toutes ses économies, 114,75 $, pour acheter 3 actions de la société City Service à 38,25 $ l'unité. Il convainc même sa sœur Doris de faire pareil. Presque aussitôt, l'action chute à 27 $. Le jeune Warren est mortifié, pas tant pour lui, mais parce qu'il avait entraîné sa sœur dans la chute. Chaque jour à l'école, elle le lui rappelait. La pression était énorme, il la ressentait et il ressentait la peur de tout perdre. Pourtant, il a attendu. L'action est finalement remontée et dès qu'elle a atteint 40 $, il a vendu soulagé. Il a fait un petit bénéfice de 5 $. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il a continué à suivre les cours de l'action, il a regardé impuissant le titre s'envoler pour atteindre plus de 200 $ quelques années plus tard. Ces 5 $ de profit auraient pu être un gain énorme s'il avait simplement attendu. Et là, c'est le déclic. Un déclic qui va forger sa philosophie. Règle numéro 3, l'inaction comme stratégie. On arrive à la règle la plus paradoxale, l'inaction délibérée. Si la patience, c'est le moteur et le cercle de compétences, le GPS, l'inaction est la discipline de rester sur la bonne voie en ignorant toutes les distractions. Pour la plupart des gens, ne rien faire est synonyme de paresse. Pour Buffett, c'est souvent l'action la plus intelligente à faire en réalité. C'est le résultat d'un gros travail de réflexion fait en amont. Une fois que vous avez trouvé une super entreprise dans votre cercle de compétences, à un prix juste, le plus dur, c'est de résister à l'envie de jouer avec votre portefeuille. L'un des plus grands dangers de l'hyperactivité, c'est que les investisseurs ont tendance à couper les fleurs et arroser les mauvaises herbes en gros. Imaginez que votre portefeuille est un jardin. Quand une belle fleur pousse, une action qui monte, l'investisseur impatient est tenté de prendre ses bénéfices. Il coupe la fleur de peur qu'elle ne fane. En même temps, il regarde ces mauvaises herbes, les actions qui perdent de la valeur, et se dit « je vais attendre qu'elles remontent ». Il continue donc d'arroser les mauvaises herbes, résultat, il se retrouve avec un jardin plein de mauvaises herbes. Bon, je ne sais pas si l'anecdote était la meilleure, mais vous l'aurez compris. La philosophie de Buffett, c'est l'inverse. Quand vous avez une fleur, une entreprise exceptionnelle, laissez-la pousser en fait. C'est votre Coca-Cola, votre Apple. Ne la coupez pas, laissez-la devenir un arbre. Et quant aux mauvaises herbes, si vous réalisez que vous avez fait une erreur, arrachez-les sans pitié. Oui, je crois que j'étais jardinière dans une autre vie, je fais que vous parler de mauvaises herbes. Bon. Bref, on s'est compris. Mais attendez, ça c'est que la moitié de l'histoire. Le vrai secret, c'est ce que Buffett a fait avec ses dividendes. La réponse est encore une fois d'une simplicité désarmante. Il les a réinvestis, tout simplement. Et c'est là qu'on entre dans ce qu'Einstein aurait appelé la 8e merveille du monde. Les fameux intérêts composés dont vous avez déjà entendu parler. Le concept est simple. Quand vous touchez un dividende, vous pouvez le dépenser ou le réinvestir. En le réinvestissant, vous achetez plus d'actions. Ces nouvelles actions vont elles-mêmes générer de nouveaux dividendes et ainsi de suite. C'est une boucle vertueuse. Plus d'actions, plus de dividendes, plus de dividendes, plus d'actions. Et ainsi de suite. Les études montrent que le simple fait de réinvestir les dividendes ajoute 2 à 3 points de pourcentage à votre rendement annuel. Ça n'a l'air de rien, mais sur 30 ou 40 ans, la différence, elle est colossale. C'est la différence entre une retraite confortable, par exemple, et une véritable fortune. Bon, faisons la conclusion boisson avant que je vous donne mon avis sur cette stratégie. J'ai regoûté pour vous, hein, mais... Oh, je suis pas fan. Oh non. Je crois que c'est vraiment pas mon truc. Je crois que je suis pas contre le maté, mais là, en plus, c'est super acide. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais pas pourquoi c'est aussi acide. Ah oui. Eau gazeuse, maté, sucre de canne. Oui, bon, ça c'est jus de citron
Jus de citron vert. Ah oui, ils ont mis plusieurs jus de citron. Ouais, non, je suis pas fan. Hein. Peut-être l'hiver, l'hiver, non, justement, l'été, ça passe mieux, mais vraiment, j'adhère pas. Je boirais pas du tout ça avec plaisir. En plus, il y a du sucre, donc bon, niveau santé, c'est même pas ça. Mais ouais, non, my bad. Hein. Non, ça, je vais mettre un petit. Ah oui, je dis petit parce que ce sera petit. Je vais mettre, allez, un 4 sur 10. Pourquoi j'hésite, je suis en mode, j'ai l'impression que dénigre la marque, mais non, bien sûr, c'est toujours, vous le savez très bien, c'est toujours mon avis personnel. Ça se trouve, vous êtes là à regarder votre écran et à dire, mais en fait, je kiffe. Moi, je me bois ça matin, midi et soir. Dans ce cas-là, dites-le moi en commentaire et on ne se parlera plus jamais, sachez-le. Non, je rigole. Bref, si on met de côté le mythe de Warren Buffett et qu'on regarde sa stratégie froidement, je pense qu'elle a un énorme mérite. Elle protège surtout contre les erreurs humaines. L'inaction, la patience et la lenteur réduisent drastiquement les mauvaises décisions impulsives. Moins tu agis, moins tu te trompes dans la logique. Et sur le long terme, éviter les grandes erreurs, c'est souvent plus important que chercher des coups de génie. De ce point de vue-là, la méthode, elle est incroyablement efficace. Mais en même temps, c'est aussi là que se cache son principal défaut. Cette stratégie, elle suppose une discipline mentale presque irréaliste pour la majorité des gens. Elle demande d'accepter des périodes entières où il ne se passe rien, des années, parfois sans résultat visible, tout en supportant les baisses violentes sans paniquer. Ce n'est pas une stratégie techniquement compliquée, c'est une stratégie émotionnellement exigeante. Il y a aussi un autre point qu'on oublie souvent. Cette approche, elle fonctionne très bien quand on a du temps, du capital, une certaine stabilité. Pour quelqu'un qui débute, qui investit avec peu de marge d'erreur et qui a besoin de résultats plus rapides, cette méthode peut devenir frustrante, voire décourageante. Et une bonne stratégie qui te pousse à abandonner, au final, c'est une mauvaise stratégie pour toi. Donc, pour moi, la méthode Buffett n'est pas universelle. Elle est excellente pour ceux qui savent s'effacer, attendre et faire confiance au long terme, mais elle est mal adaptée à ceux qui ont besoin d'action pour rester engagés. Et c'est peut-être ça, le vrai message derrière cette stratégie. Investir, c'est pas trouver la méthode parfaite. C'est trouver une méthode que tu es capable de suivre pendant 20 ou 30 ans, même quand elle devient inconfortable. Buffett a surtout compris une chose que beaucoup ignorent. En finance, le plus grand risque n'est pas de ne rien faire, c'est de ne pas se connaître soi-même. Bref, c'est la fin. J'espère que cette analyse vous a donné de nouvelles perspectives. Quoi qu'il arrive de mon côté, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.